Bon, du coup, on va commencer donc, pour ce dernier temps du week-end de formation, du coup, sur la question du vieillir en tant que personne LGBTI. Et, on a fait ça un angle mort des politiques, puisque effectivement, cette question n'est pas suffisamment, voire pas du tout, évoquée, considérée, que ce soit dans les politiques publiques globales, ni forcément non plus dans la volonté de donner un petit peu des directives en termes de protocoles de soins, des outils, que ce soit en direction des EHPAD, des professionnels de santé. Voilà. Donc on s'est dit que ça serait super chouette d'avoir Francis à nos côtés, de Greyfry, qui va du coup pouvoir se présenter un peu son parcours, l'association, comment elle est née, qu'est-ce qu'ils font, comment ça se déroule et comment est-ce qu'ils luttent quoi, au quotidien. C'est les revendications pour justement sortir les personnes LGBTI de l'isolement, de l'invisibilisation et faire en sorte d'avoir des politiques de soins qui soient adaptées aux besoins de toutes et de tous. Je te laisse du coup enchaîner, Francis. Bien, écoutez, merci déjà de m'avoir invité parce que c'est important que les nouvelles générations et vous qui êtes engagés, vous compreniez bien cette thématique qui est complexe et qui est loin de vous, parce que autant vous pouvez être confronté à des sujets qui vous concernent immédiatement, la vieillesse et vu votre moyenne d'âge de 25 ans, même peut-être moins, c'est sûr que c'est un sujet qui est un peu compliqué. Enfin, qui est surtout très loin de vos préoccupations immédiates. Mais donc je me vais me présenter. Moi, je suis un vieux, gay. C'est-à-dire que j'ai fait tout le cycle depuis 68, la libération du phare, du GLH, etc., où il y a eu les premières revendications du droit à la différence. J'insiste bien sur ce point, alors qu'aujourd'hui on réclame plutôt le droit à l'indifférence, ce qui est conceptuellement totalement différent. Et sur quoi je suis totalement opposé, puisque je reste sur le droit à la différence. L'égalité ne signifie pas qu'on doit gommer toutes les différences. Après, j'ai été administrateur de aide pendant plusieurs années. Moi, j'étais séropositif en 84. Donc, j'ai accompagné beaucoup de gens qui sont de 84 à 95, qui étaient en très grande difficulté. Mon ami a failli mourir et heureusement j'ai pu faire venir les antiprotéases des États-Unis avant qu'il y ait l'AMM en France, et donc on s'en est sorti. Mais ça a été un apprentissage très fort de la lutte communautaire, puisque la lutte contre le sida, et je ferai le rapprochement avec la lutte que j'ai à Greyfry, c'est comment les minorités peuvent changer des sujets qui concernent toute la société. La lutte contre le VIH a été menée très majoritairement par des hommes gays, touchés principalement, et ça a permis de faire évoluer le droit des malades dans toute la société. Avant le sida, un malade n'avait pas accès à son dossier médical, il n'y avait aucun représentant des patients dans les hôpitaux ou toutes les instances médicales, et donc le sida, et par la lutte contre le sida, a permis de faire des avancées majeures dans la prise en compte des patients dans la sphère médicale. Puis, alors, pour continuer mon histoire, donc moi j'avais une entreprise par ailleurs. Tout ce que je fais, je l'ai fait en tant qu'acteur et bénévole et volontaire, puisqu'on s'appelait volontaire à Aide. Puis, donc, quand j'ai arrêté mon activité principale, je suis allé au Petit Frères des Pauvres, qui est la plus grosse association. Alors, c'est pas une association confessionnelle, souvent il y a une confusion, mais c'est pas les petites sœurs des pauvres. Les petits frères des pauvres ne sont pas confessionnels, ils ne sont pas pour autant laïcs, mais toutes les religions sont acceptées, et donc ils se préoccupent de la situation donc, des seniors isolés. Et donc dans cette association, j'ai
j'ai accompagné beaucoup de femmes, puisque le grand âge, c'était très souvent, très majoritairement féminin. Et j'ai accompagné donc des femmes très âgées jusqu'à leur mort, soit en domicile, soit en institution. Par ailleurs, j'ai été aussi chez le groupe éthique clinique de Cochin, qui a été créé par Véronique Fournier, qui est un lieu pas de réflexion, mais d'analyse de situations qui sont toujours relatives à des conflits de valeurs, que ce soit prénatal, la psychiatrie, le grand âge, l'institutionnalisation, les traitements, etc. Et là aussi, ça m'a donné des outils d'analyse assez importants sur des situations complexes. Parce que ce dont je vais vous parler, je vais essayer d'être le plus pédagogique possible, mais ça ne se comprend pas en un claquement de doigts. C'est la gestion de la vieillesse, c'est quelque chose qui est à la confluence, et alors surtout des seniors LGBT, de plusieurs thèmes qui sont très difficiles aujourd'hui, sur lesquels on a peu de gens ont une visibilité. C'est le thème de l'agisme, c'est-à-dire la place des vieux dans la société et la place négative des vieux dans la société, puisque ça oscille entre le poids social que représente la vieillesse, ou au contraire le fait que des vieux captent les richesses et sont là pour empêcher en fin de compte les nouvelles générations de vivre. On le voit avec le Covid, il y a eu beaucoup de prises de parole qui opposent et qui fragmentent la société en disant en fin de compte laissons crever les vieux, mais non, il ne faut pas... Bon. On voit bien que les prises de parole sont très confuses et ne sont jamais étayées sur quoi que ce soit. Donc il y a l'agisme qui est un point essentiel, et le traitement de la vieillesse globalement de la société, qui sont des sujets que l'on n'a jamais évoqués, si ce n'est en termes comptables. On vous parle des vieux uniquement par le biais des retraites, c'est-à-dire du poids que ça représente dans le budget national et que ce ne sera pas possible de maintenir les retraites et le soin donc, des personnes âgées. Il y a la thématique, bien sûr, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre que je traite, qui est, avec la vieillesse, quelque chose qui est très difficile à évoquer, puisque c'est des sujets qui ont tendance à disparaître avec l'âge, c'est-à-dire que on cultive dans nos sociétés l'individualisme, le développement personnel, lutter pour vos choix personnels, lutter pour votre sexualité, lutter pour votre identité, etc. Et puis, plus vous vieillirez, plus vous apercevrez que tout ceci aura la fâcheuse tendance à disparaître. Vous, insoumis, vous serez, dans la logique actuelle, soumis donc au diktat d'un directeur d'EHPAD, d'un médecin, de votre famille. C'est-à-dire que la vieillesse, c'est l'apprentissage de la soumission et de la disparition. C'est-à-dire qu'on ne vous respecte pas dans nos sociétés occidentales comme un être qui a une expérience, qui a une valeur, etc. Vous êtes considéré comme progressivement quelqu'un qui doit se soumettre à l'offre qui est faite et aux cases que l'on va vous réserver, dans lesquelles vous devrez vivre, sans respecter vos choix. Et l'autre tabou sur lequel, donc aussi, bien sûr, auquel je suis confronté, c'est le tabou de la sexualité. La sexualité, comment parler d'orientation sexuelle si on ne parle pas de sexualité? Comment parler du VIH si on ne parle pas de sexualité? Eh bien oui, c'est miraculeux, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une campagne sur la prévention des IST pour les plus de 50 ans. Il n'y a pas de formation sur l'accueil des séropositifs dans le grand âge. Et donc, pour vous donner une idée globale, en France, le personnel médico-social ou infirmier n'a pas une heure d'apprentissage dans son cursus sur la sexualité. Il n'y a pas une heure. On considère que c'est à peu près comme la nutrition, puisque vous savez manger, vous êtes les rois de la nutrition. Eh bien, vous savez baiser, vous savez tout de la sexualité.
C'est à peu près ça. Hein. C'est quand même... Alors comment? Surtout que la sexualité, comme la nourriture d'ailleurs, c'est le cerveau le plus profond, donc c'est des habitudes qui nous semblent évidentes mais qui sont très ancrées et qui aussi sont à l'origine d'actes assez violents. C'est-à-dire qu'être confronté à une sexualité différente, intellectuellement, eh bien on peut dire oui, moi je suis tolérant, mais de là à ce que vous acceptiez que quelqu'un qui n'a pas votre orientation sexuelle mette tout d'un coup sa main sur votre genou ou fasse des avances, eh bien il y aura tout d'un coup une très grosse différence entre votre position intellectuelle et d'être confronté tout d'un coup à quelque chose que vous considérerez comme une agression. Donc il faut comprendre que quand même dans la sphère géronto, tous sont confrontés à la sexualité des gens dont ils s'occupent, ou à l'identité de genre. C'est pareil. C'est pire, je dirais, parce qu'il y a une méconnaissance encore plus grande sur tout ce qui concerne l'identité de genre. Et pourtant, eh bien, on continue comme ça, c'est-à-dire que on a un tabou total sur tous ces sujets, on n'en parle pas, on ne l'évoque pas. Pour vous situer encore, pour vous donner un éclairage, hein, le phénomène de désinhibition est un phénomène qui est assez courant dans le grand âge, qui peut être lié à des maladies, qui peut être lié à des traitements, et qui signifie que votre frontal, c'est-à-dire le lieu dans lequel les pulsions sont filtrées pour dire bien, tiens, cette nana, elle me plaît, elle m'excite. Votre frontal tombe et dit, bon, je la regarde, mais je ne vais pas faire quand même, je ne vais pas lui rentrer dedans. Enfin, je prends un discours féminin parce que c'est celui qui est le plus commun dans notre société, mais votre frontal est là pour donc filtrer vos attitudes et ne pas montrer immédiatement, assouvir vos désirs ou votre jouissance, quelle qu'elle soit. Quand on est vieux, eh bien, ce frontal souvent tombe. C'est-à-dire que j'ai envie de me masturber, eh bien là, je suis au bureau et je me masturbe devant vous. Ou j'ai envie d'embrasser ou de toucher les seins d'une fille qui est juste en face de moi, j'y vais, c'est ce qu'a fait mon père un jour dans l'ascenseur, et il s'est précipité sur les seins d'une gamine. Ce n'est pas une maladie, c'est une situation, c'est un état. Hein. Et aujourd'hui, par exemple, donc, gérer ces situations, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour personne, mais ça nécessite peut-être de faire quelques formations et d'en discuter. Sinon, vous comprenez bien que c'est des lieux de violence très grands pour tout le monde. Pour celui qui est désinhibé, pour celui qui subit la désinhibition, et pour ceux qui sont spectateurs de cette désinhibition. Donc, il ne faut pas traiter ça dans la contention physique ou la contention chimique. Il faut essayer de réguler, de discuter, de comprendre pour rendre adaptables les situations par rapport à un contexte. Voilà. Bon, mais c'est des sujets qui sont complexes, difficiles et surtout tabous. Donc, on n'en parle pas. Donc je commence par l'idée générale de mon propos, hein, c'est de dire que je veux vivre et vieillir dans un environnement dans lequel je compte. Je ne veux pas disparaître. Voilà. Puisque si j'ai créé Grey Pride, c'est avant tout parce que j'ai fait ce constat. C'est-à-dire que aussi bien dans les personnes que j'accompagne que pour moi-même, chaque fois que j'allais voir quelqu'un, je me disais, et toi, est-ce que tu aurais envie de vivre dans leur situation ? Je ne considère pas les autres comme une catégorie à part à laquelle je n'appartiendrai pas. Je considère que moi aussi, je vais appartenir à cette catégorie, comme tout le monde. Donc je me dis, qu'est-ce que je souhaiterais ? Et donc c'est de là que je suis parti. Bon, moi j'ai une vie avec une orientation sexuelle qui n'est pas celle de la majorité, mais je me suis posé naturellement la question de savoir... que deviennent par exemple les vieux gays, les vieilles lesbiennes, les vieux trans. Alors là, vous savez, quand j'ai commencé à poser la question autour de moi, les gens ne sont pas du tout violents sur ce sujet, mais ils écarquillent des grands yeux comme si c'était une non-question. À dire, ah, alors là, tu nous poses une colle, on n'y avait jamais réfléchi.
Hein, c'est c'est une population qui est assez nombreuse, mais vous posez la question à un directeur d'EHPAD, 99 fois sur 100, on va vous dire « Ah non, j'ai pas ça dans mon établissement ». C'est-à-dire que un sujet auquel personne n'a pensé, les petits frères pareil. Le fondateur pour vous donner un peu une anecdote quand même, le fondateur des petits frères avait une très grande tendance pour s'entourer de jeunes garçons. Il était dans une très grande famille, c'est M. Marquiset, grande famille bourgeoise, reconnue, il a eu une apparition, une mission, etc. Mais ce que je dis quand je suis au petit frère, Marquiset, il n'a pas vu que la Vierge. Il a certainement vu le petit Jésus, et plus d'un. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, c'est quand j'ai évoqué ce sujet au petit frère, ben, tout le monde me regarde en disant mais qu'est-ce que c'est ces histoires mais la sexualité, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, on n'y a pas pensé. Bon, c'est pas si important. De toute façon, les vieux, ils pensent plus à tout ça. Les vieux, on leur donne à manger et puis on leur donne un bouquet de fleurs. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous feuilletez notre temps alors vous avez les stéréotypes des vieux, c'est soit les seigneurs en forme, c'est-à-dire les seigneurs vainqueurs, c'est-à-dire qu'ils ont plus de travail, mais ils font le grand écart facial, ils partent faire en Antarctique, faire des voyages, ils apprennent 4 langues, ils sont merveilleux. On dirait que c'est une population qui a vraiment une chance énorme. Et puis de l'autre côté, tous ceux qui sont... sinon, on voit la vieille femme en EHPAD assise, bien coiffée, avec le pot de fleurs à côté, et un jeune qui est là pour l'aider. Voilà, c'est à peu près l'imaginaire que nous avons sur la vieillesse. La vieillesse, je suis désolé de vous l'apprendre, mais ils sont comme vous tous, c'est-à-dire ils sont comme nous tous. C'est-à-dire ce que vous êtes aujourd'hui, vos aspirations, vos peines, vos joies, vos désirs. Bon, bien sûr, ce sera amoindri quand on a de l'expérience, quand on a vécu, mais vous serez le même. Vous serez le même. C'est-à-dire que vous ne viendrez pas tout d'un coup, vous n'aurez pas l'identité vieux. Non, c'est les autres qui vous mettront une identité vieux. Mais vous-même, vous continuerez à être toujours les mêmes. Et c'est les autres autour de vous qui vous mettront dans une case progressivement dans laquelle on vous enfermera et on ira toute votre identité. D'accord ? Donc voilà un petit peu cet environnement, si vous voulez, que je vous décris, qui m'a porté à un moment donné à dire, on va essayer de faire quelque chose, on va faire Grey Pride. Alors Grey Pride, c'est au départ donc sur la communauté LGBT, mais là aussi j'ai vite déchanté parce que dans la communauté LGBT, il y a beaucoup d'associations, mais qui sont nubilées par des thèmes qui les concernent personnellement, qui sont principalement, on va dire, je ne vais pas toutes les énumérer, mais en disant que c'est la filiation qui est le thème central, la création de la famille LGBT. Alors je dis LGBT parce que moi je suis un ancien et LGBTQ2, etc., je ne peux pas le dire. Donc c'est déjà LGBT, c'est un acronyme qui est une horreur, je trouve, parce qu'un L, un G, un B, un T n'a rien à voir dans sa thématique, dans sa vie, etc. Bon, je continue de l'utiliser faute de mieux, puisque quand on utilise le mot gay en France, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, utiliser le mot gay en France, c'est faire l'exclusion de tout le féminin LGBT et de tous les trans. Donc, je n'utilise pas non plus ce mot, mais c'est très difficile d'utiliser le mot, un mot qui permette auquel on peut s'identifier déjà. Bon, alors. Je ne sais plus sur quoi j'étais en train de partir, mais je vais essayer d'être pédagogique. Alors, n'hésitez pas à m'interrompre, bien sûr, posez-moi les questions quand vous ne comprenez pas quelque chose. Mais j'ai essayé d'être pédagogique pour ne pas caricaturer cette thématique qui est complexe et dans laquelle il faut avoir un petit peu
de nuances. C'est-à-dire qu'il va falloir comprendre, à travers tout ce que je vous ai expliqué, l'agisme, le tabou de l'orientation, de la sexualité, tous ces aspects-là et de la diversité, c'est des choses qu'il faut comprendre peu à peu. Donc en France, on va dire, grosso modo, nous avons 15 millions de seniors. Alors, j'utilise le mot senior, mais je préfère de loin mettre le mot vieux. Je vous le dis tout de suite. Ça représente à peu près 800 000 seniors LGBT, une minorité invisible, comme je vais vous le dire. C'est-à-dire que lorsque ils ne sont pas dans des associations, il y a à peu près 3 associations qui existent en France, qui doivent représenter une centaine de personnes. Ils ne sont pas dans les autres associations LGBT, puisque vous savez, le problème du jeunisme qui est omniprésent dans la société est encore plus présent dans le monde LGBT, et surtout dans le monde gay, puisqu'il y a des stéréotypes d'image du corps masculin, etc., 25 ans, parfait, le modèle, etc. Donc la plupart ont une difficulté énorme à accepter les modifications de leur propre corps, et donc ont l'impossibilité, bien sûr, d'avoir une réflexion sur leur propre vieillesse. Mais globalement, de toute façon, les vieux, ça n'existe pas, c'est toujours les autres. Qu'on soit hétéro ou pas, moi je suis pas vieux, moi dans ma tête je suis pas vieux du tout, je peux avoir 70 ans, je suis pas vieux, je peux avoir 80, je suis pas vieux, je suis jeune, toujours jeune, encore jeune. C'est à peu près le leitmotiv que l'on entend partout, ou que l'on vous envoie, c'est-à-dire en vous disant « Oh mais toi tu fais pas vieux, tu es encore jeune », comme si c'était un compliment. Non, on a tous nos âges, et les âges, alors j'adore ce que le discours là que Laura Adler est en train de tenir un petit peu sur ce thème, c'est qu'on a l'âge que l'on a, et puis on a les plaisirs qui vont et l'expérience qui va avec, et il n'y a rien d'injurieux de dire que quelqu'un est vieux. Ce n'est pas un gros mot. On vieillit, et heureusement on vieillit. Des fois à 20 ans, c'est pas le plus grand moment, le plus beau moment de sa vie. Ça peut être plus tard, ça peut être bon. Il faut accepter cette donnée comme quelque chose qui est inscrite, et on naît, on meurt, et entre-temps, eh bien, on change. Voilà. Et donc, ce changement, il faut déjà l'intégrer, parce que sinon, on peut pas parler de tout ce thème. Donc, une minorité invisible pour 3 raisons. Alors, les vieux LGBT, si vous voulez, font partie, disons, ceux qui ont plus de 70 ans, qui ont vécu leur homosexualité, ou leur identité de genre dans le secret, avec énormément de difficultés, dans un monde qui les discriminait dans leur milieu familial, dans leur milieu amical, dans leur milieu professionnel. Une femme trans à l'époque n'existait que si elle était pute ou travaillait dans un cabaret. C'était à peu près les 2 possibilités qui s'offraient à elle. Les hommes trans étaient quasiment inexistants, c'est-à-dire c'est des phénomènes qui sont très récents. Les gays qui étaient de l'intelligentsia, ils avaient une vie, on les connaissait, ils étaient acceptés, ils faisaient rire à la galerie, Chazot et d'autres. Les femmes très transparentes, les femmes lesbiennes, c'est-à-dire que les femmes lesbiennes, c'est la difficulté des femmes lesbiennes, c'est que leur sexualité est partiellement niée, parce qu'elle est intégrée dans les représentations hétérosexuelles du mâle dominant, etc. Donc, toutes ces anciennes générations ont vécu dans une discrimination très forte, à des niveaux, vous voyez, très différents, puisque, encore une fois, à chaque fois qu'on parlera, je n'ai pas parlé des bis, les bis, à l'époque, c'était ce qu'on appelait des honteuses, c'est-à-dire on considérait que c'était, en fin de compte, des gays qui n'avaient pas choisi. Mais la plupart des LGBT des anciennes générations ont eu des épisodes mariés, ont eu des enfants, ont eu des familles, ont eu des doubles vies ou des triples vies. Donc, pour eux,
leur orientation sexuelle représentant un danger, ils avaient comme habitude de considérer que ça faisait partie de leur intimité et que ça ne regardait personne. Et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas un homme politique ou une femme politique qui annonçait son coming out. Le phénomène du coming out est quelque chose de très récent. Et au contraire, eh bien, on pratiquait sa sexualité dans le plus grand secret ou dans un cercle de gens qui savaient quelle était votre orientation sexuelle. Donc ces gens-là, eh bien, en vieillissant, ça ne change pas grand-chose. Hein. C'est-à-dire qu'ils étaient habitués à être dans le secret et dans et bien, ils ont continué. Il y a une autre catégorie qui, eux, ont fait quelques tentatives, mais quand on vieillit, quand on devient fragile, eh bien, on a la crainte d'être discriminé. C'est-à-dire que le mécanisme de défense que l'on a pour affirmer son orientation sexuelle, lorsqu'on est jeune, eh bien, c'est de taper sur la table, de se battre éventuellement verbalement ou physiquement. Mais quand on est vieux et que l'on devient fragile, eh bien, ce que l'on a comme mécanisme de défense, c'est disparaître. C'est disparaître, c'est se dire, c'est faire profil bas, et jusqu'à l'extrême, c'est refuser de continuer à vivre, c'est-à-dire se suicider. Mais un suicide qui peut être lent, hein, je ne parle pas le suicide violent. Mais ces deux mécanismes de défense sont très communs dans la vieillesse, puisque vous n'avez plus la force que la jeunesse a pour affirmer ses choix, et donc vous apprenez peu à peu à disparaître. Cet auto-apprentissage, il existe aussi au sein des communautés. Lorsque vous êtes sur, vous avez entendu, je ne sais plus comment ça s'appelle, Grindr, Tinder, etc. Lorsque dans le milieu homo, il y a un mec de 40 ans qui drague un mec de 20 ans et que le mec de 20 ans lui dit ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas gérontophile. Bon, la première fois, vous dites, vous rigolez. À 45 ans, vous rigolez un peu moins. À 50 ans, vous avez compris qu'il ne faut surtout pas se risquer à ce genre de choses. Donc, il y a un mécanisme d'auto-apprentissage, puisqu'en plus, plus le corps des stéréotypes que l'on vous présente, qu'ils soient de femmes, d'hommes, donc les stéréotypes de désir sexuel à travers le marketing ou la pornographie, plus vous en écartez, et plus vous dites, bon, moi je suis hors d'âge, je suis hors marché, donc il va falloir que je fasse avec et que j'accepte cet auto-apprentissage d'exclusion. Donc il y a une exclusion, une auto-exclusion qui se met progressivement en place. Alors pour les femmes trans, c'est un mécanisme qui est d'un ordre, qui est d'une nature différente. Bon, le parcours de transition, c'est d'une femme ou d'un homme, hein, c'est d'acquérir et d'atteindre la représentation de son corps qui est en adéquation avec son cœur, sa pensée, son être le plus profond. Mais cette construction du corps vers lequel on va, qui se fait par les hormones principalement et éventuellement la chirurgie esthétique, ce qui est d'ailleurs de moins en moins pratiqué, mais bien tout d'un coup, la vieillesse, elle interfère. Parce que le corps, il a aussi un vieillissement, et donc le corps que vous aviez bâti, si vous étiez le plus beau, la plus belle des filles avec des gros seins et un corps parfait, eh bien, tout a tendance, et pour tout le monde, là aussi c'est assez général, à se détruire. Mais pour une personne trans, c'est aussi un problème d'identité qui se détruit. C'est-à-dire, c'est pas seulement sa représentation en termes de séduction. Bon, je plie moins, ça me fait chier quand même. Avant, on me regardait dans la rue. Ça, c'est un aspect. Mais quand ça touche à votre identité, c'est vous qui ne vous reconnaissez plus. Vous dites tout d'un coup, je suis atteint dans ce que je suis. Hein. Et là aussi, bon, il y a aucune aide quasiment extérieure, puisque sur ces sujets-là, une personne trans, il faut avoir, en termes médicaux, il faudrait avoir une connaissance de tout ce qui est hormonal, c'est-à-dire les dosages
hormonaux, une connaissance donc de toute la gériatrie, c'est-à-dire quels sont les facteurs donc, de vieillissement, une connaissance des comorbidités, c'est-à-dire que lorsque vous avez un cancer hormonodépendant, comment ça interagit avec les hormones que vous avez pris depuis 30 ou 40 ans ou 50 ans. Tout ça, c'est des zones, je dirais, médicales totalement, quasiment inconnues. Il y a quelques personnes qui sont capables d'analyser un petit peu ce sujet, mais certainement pas votre médecin de ville. Donc, vous voyez que cet autre apprentissage d'exclusion, il a plusieurs facteurs. Il est que vous craignez de vieillir parce que vous voyez, vous appréhendez de plus en plus que votre environnement, il n'y a rien qui est préparé pour vous. Or, je ne parle pas des séropositifs. Hein. Un séropo, on s'en occupe, on dira jusqu'à 50 ans, 60 ans. Et puis après, quand il quitte le monde du boulot, il a son traitement, il continue. Mais quand on commence à être dépendant, quand on va dans un EHPAD, à qui on va le dire? Est-ce que les voisins vont le savoir? Est-ce que les familles, s'ils l'apprennent, elles ne vont pas sortir Pépé et Mémé parce que le voisin il est séropo et j'ai pas envie que Mémé attrape le sida? C'est des thématiques pareilles qui sont complexes parce que, encore une fois, on n'en parle pas. Hein. Alors, cette invisibilité qui a ces différentes origines, elle a plusieurs conséquences. Elle a la conséquence, l'isolement encore plus marqué, hein, une perte de son identité, c'est-à-dire on ne sait plus trop qui on est, et une vulnérabilité accrue, c'est-à-dire qu'on devient de plus en plus vulnérable. Or, pour chacun, pour l'isolement, la première cause du mal vieillir en France, c'est quand même l'isolement. Pour tout le monde. Hein. Il y a une étude des petits frères des pauvres qui montre qu'il y a 300 000 personnes en France qui sont en situation de mort sociale, c'est-à-dire qu'elles ne voient personne. Hein. Il y a 1 million de personnes qui souffrent de solitude, et on peut considérer qu'un senior isolé est privé du dernier quart de sa vie. C'est-à-dire que c'est pas rien. C'est-à-dire qu'on fait un impasse tout d'un coup sur toute cette partie. Et bien sûr, les minorités LGBT sont particulièrement exposées du fait de leur histoire, parce que il n'y a pas forcément un LGBT aujourd'hui sur 2 n'a pas d'enfant. Il y a des ruptures familiales dues, bien sûr, au choix de l'individu, vous savez ce que c'est, amicales, professionnelles, puisque si la personne, par exemple, a eu des époques de séropositivité, de maladie, il se sent arrêté, donc il se retrouve à la retraite avec un tout petit salaire, donc très précaire. Vous voyez la pression immobilière que l'on subit à Paris. Comment vous pouvez imaginer, lorsque vous êtes à la retraite, que vous étiez serveur et que vous avez un 800 ou 900 euros de retraite, comment vous pouvez considérer que vous allez pouvoir continuer à vivre dans le studio dans lequel vous étiez? C'est pas possible. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous dites, oh bah tiens, je vais réaliser le rêve de toute ma vie, je vais partir à la campagne. Alors la campagne, c'est merveilleux tant qu'on peut cultiver son jardin, tant qu'on peut se faire des amis, tant qu'on peut... mais le jour où la dépendance arrive et que tout d'un coup vous réalisez que vous connaissez personne, que vous n'avez pas d'amis, que vous êtes totalement isolé, c'est encore un facteur d'isolement. C'est-à-dire que c'est des sujets, l'isolement ne permet pas de trouver l'énergie pour continuer à vivre. C'est ça que l'on retrouve. L'isolement, c'est la mort lente. Hein. Il faut avoir, si je résume ça, c'est parce que c'est les interactions sociales qui nous permettent de maintenir la flamme du désir au sens large, hein, du désir de vivre. Et donc, sans avoir un retour de l'autre qui vous donne une valeur dans ce que vous êtes, dans votre vie, eh bien, progressivement, vous vous éteignez. Ouais. Vous avez dit qu'un LGBT sur 2 n'a pas d'enfant? Ouais. Ça me paraissait beaucoup, du coup, qu'un LGBT sur 2 a donc des enfants.
Oui, alors, au sens large, je crois que c'est pas, je ne sais pas si c'est des enfants ou ne vit pas en couple. Il faudrait s'en assurer. Je vais peut-être dire une connerie là-dessus, mais c'est de cet ordre, c'est-à-dire que alors, pour caricaturer, les vieux gays, 90% célibataires et seuls. Les lesbiennes, les vieilles lesbiennes, 80% avaient une famille hétéro. C'est-à-dire que elles font des enfants, elles ont la famille hétéro, puis il y a l'épisode de rencontre d'une histoire avec une femme. Si à un moment donné la femme meurt, l'autre, la compagne, eh bien, il ne subsiste plus que l'ancienne vie hétéro et elle est réappropriée dans cette vie hétéro où on fait semblant de plus ou moins, on s'arrange avec l'épisode. Pour les personnes trans, l'isolement est très difficile à mesurer parce que il n'y a aucune étude. Alors, tout ce que je vous dis, en plus, c'est des études qui viennent principalement des États-Unis, dans lequel il y a un communautarisme bien plus fort et qui n'a rien à voir avec la construction LGBT en France. Mais pour les personnes trans, je dirais qu'on n'a aucune visibilité. Je pense que la plupart vivent seuls et ne vivent pas vieux. Pour des raisons multiples, comme je vous l'ai dit, l'isolement, la maladie, le manque de soins de soi-même, puisque cette dégradation, elle arrive parce qu'il n'y a personne qui vous donne l'énergie de vous occuper de vous. Quand on est noyé par un avenir qui est de plus en plus sombre, voilà. Donc c'est à peu près, les caricatures, c'est ça. Aujourd'hui, les nouvelles générations, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que ce soit les couples de femmes ou les couples de garçons, la plupart pensent à créer une famille, PMA, GPA, etc. Donc ils veulent s'installer dans une logique familiale. Alors le paradoxe qui existe encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des associations de parents gays, etc. Moi ce que je dis, les parents d'aujourd'hui seront les grands-parents de demain. Donc dans ces associations, puisqu'on parle de famille LGBT, on pourrait aussi peut-être aller jusqu'à se demander comment on va s'occuper de nos grands-parents, notamment du système de tutelle, de curatelle. Aucune réflexion sur ce sujet. Aucune. La famille, alors c'est vraiment le modèle chinois, pour autant, c'est-à-dire c'est les parents, les enfants. Point. C'est pour moi une copie un petit peu dure du monde hétérosexuel, qui est vraiment caricatural. Bon, et ça n'enlève à rien le désir qu'on peut avoir, je dirais, de filiation. J'ai pas un jugement par rapport à ça. Ce que je trouve caricatural, c'est l'appropriation de modèles qui sont très réducteurs et qui ne sont pas enrichis justement du fait que on a vécu dans une minorité. Et on s'aperçoit que c'est pas parce on appartient à une minorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'on est plus tolérant sur d'autres sujets qui sont plus éloignés de notre minorité. C'est comme ça, mais il ne faut pas penser que le monde LGBT est plus ouvert, plus généreux, plus empathique, plus révolutionnaire. Au contraire, je dirais que la tendance entre moi, ce que j'ai vécu dans les années 70 et ce que je vis aujourd'hui, il y a un désir de normalisation du monde LGBT qui est très grand. C'est-à-dire, je veux être papa et maman comme n'importe qui. Mais putain, t'es pas papa et maman comme n'importe qui. Tu dois avoir les mêmes droits que papa et maman, mais pourquoi tu dis pas que t'es différent? Bon, c'est ma position. Donc, perte de son identité, j'ai répondu à peu près. Par contre, d'être discriminé, les minorités LGBT parlent plus de l'orientation sexuelle, bien sûr,
Et donc, ne plus parler de son identité, de genre, ou sa séropositivité, ben, c'est ne plus pouvoir parler de ses amours. Bon, vous savez que quand vous rencontrez une vieille dame, la première chose en général pour lier la conversation, c'est les deux questions phares. Et vous avez été marié, et vous avez des enfants, pour enclencher. Alors, quand vous posez cette question à une personne qui a une orientation sexuelle différente ou une identité de genre différente, et que immédiatement vous comprenez que la communication a du mal à s'engager, et la relation de confiance aussi. Parce que si la personne répond oui, elle s'enclenche dans un mécanisme de mensonge dont elle ne peut plus sortir, puisque elle s'invente une vie hétérosexuelle, et si elle dit non, elle se trouve face au risque d'exclusion de la personne qui vient poser la question. Donc, vous voyez, retourner dans le placard, c'est le système de protection. Hein. Quand on parle de coming out, de la journée du coming out, on peut dire qu'on pourrait faire la journée du coming in. Hein. Le coming in, c'est-à-dire le retour dans le placard, est très courant. Et puis ne semble pas quelque chose de dramatique pour l'ensemble de la société. Et pourtant, on sait très bien que c'est une violence faite à l'identité des personnes. Et puis bien sûr, donc, perdre son identité, puisque toute son histoire, ou le fait de continuer à vivre sa sexualité, c'est-à-dire continuer à avoir un désir par rapport à celui ou à celle qui est à côté de moi, avec qui bon, je m'entends bien, mais avoir des gestes de tendresse, eh bien tout ça c'est totalement interdit. C'est-à-dire que comment se mettre à risquer, ou alors il faut attendre d'être, je me dis, quand je serai désinhibé, je ferai tout partout, mais pour l'instant quand même ça me gêne un peu. Voilà, donc c'est le risque de se dire d'être renvoyé assez violemment, et donc l'impossibilité de montrer qui on est, et donc de jouer un rôle et de s'isoler. Vulnérabilité accrue. Alors ça c'est aussi dans l'histoire quand même des minorités. Lorsqu'on appartient à une minorité, par définition, on est confronté à la majorité. Et donc, exister en tant que minorité, c'est toujours difficile. Et donc, on a vécu tous, lorsqu'on fait partie d'une minorité, des épisodes de marginalisation, de refus, d'exclusion, qui nous fragilisent. Ça nous construit, mais en même temps, c'est des souvenirs qui peuvent être très violents dans notre construction. Il faut savoir que la minorité LGBT, dans les études américaines, puisque ça n'existe pas en France, il y a une dilatation de suicide, c'est-à-dire de multiplier par 2,5, une population qui a très souvent des addictions, différentes et variées, qui peut aller après jusqu'à la négligence de soi, et bien sûr tout ça mélangé avec une précarité qui est assez importante. Le mythe du gay riche qui voudrait faire que des gays qu'ils ont un cabriolet et puis ils partent tous les week-ends aux Açores ou je sais pas où, aux Bermudes, ça existe certainement, mais c'est quand même très minoritaire. Il faut savoir que le taux de pauvreté d'une lesbienne elle est de 10 points supérieur à une femme hétérosexuelle, et pour un gay de l'ordre de 5 points. Alors ça, c'est ce que je vous dis, pareil, études américaines. Mais je ne vois pas pourquoi ce sujet-là serait très différent en France. Parce qu'encore une fois, le fait d'avoir des difficultés à affirmer qui l'on est, bon, vous le voyez, bon, très souvent, on parle de son coming out professionnel. On s'aperçoit que le coming out professionnel, il est quand même toujours difficile. Hein. Citez-moi une chef d'entreprise trans ou lesbienne. Citez-moi une. Les seuls... or, dans les hommes politiques, il y a eu quelques hommes politiques qui ont fait leur coming out en termes homosexuels, mais parce que peut-être ils ont pu le faire, mais quelle femme politique le fait ? Même celles qui sont connues pour étant lesbiennes.
Et ne parlons pas, bien sûr, de la place et la représentation des trans dans tous les personnages publics qui sont inexistants en France. Bon, si, bon, il y a, comment elle s'appelle une trans qui était prof de lettres, qui a écrit un bouquin, j'ai plus son nom en tête. Bon, mais si vous voulez, c'est des représentations. La puissance sociale ne va pas de pair avec justement l'affichage de son orientation sexuelle, de son identité de genre ou de sa séropositivité d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que vous perdez automatiquement en crédibilité dès l'instant où vous annoncez, vous parlez de ces sujets qui vous concernent pour avoir par rapport à... Ouais. Après, est-ce qu'il y a forcément besoin de faire un coming out parce que c'est vraiment utile pour une personne de se revendiquer comme telle? Je veux dire, on avait l'exemple là il y a assez longtemps là, Carucci, qui était à l'époque à l'UMP, actuel LR. C'est un gars, il a fait un bouquin pour parler de son coming out, c'est passé sur 7 à 8 à l'époque sur TF1. Aujourd'hui, on voit l'intérêt de ce coming out, c'était juste pour peut-être montrer que la droite avait un côté sympathique pour l'homosexualité. Je trouve ça. Alors l'intérêt du coming out purement politique en ce cas. Oui, c'est d'utiliser son coming out à des fins. À l'inverse, est-ce qu'un Dano avait besoin de créer, a besoin de faire son coming out tout autant, parce que c'est quelqu'un dont vous savez assez ouvertement, qui a par exemple, je vois pas que ça rapporte plus de l'ajouter quoi. Si vous voulez, lorsque on vivait, on n'avait pas de droit. C'est-à-dire on n'avait pas le droit de se marier, on n'avait pas, etc. Bon. Tout ça est discutable. On peut dire, comme on faisait les anciennes générations, considérer que tout ceci concerne notre zone d'intimité et ne concerne pas la sphère publique. Dès l'instant où une communauté a demandé une égalité de droit, lorsque on va annoncer que l'on se marie, par exemple, que l'on soit hétéro ou homo, ça change son statut dans l'entreprise, ça change puisque pour l'assurance, pour la mutuelle, pour la personne à appeler, pour tout ce que vous voulez. Et donc, il faut dissocier tout ce qui est de la sphère publique et de la sphère intime. C'est pas parce que vous dites vous êtes pédé que vous devez raconter comment vous baisez. Il faut comprendre que on doit pouvoir aussi naturellement dire j'ai ma copine qui m'attend parce que on part ensemble chercher les gosses, que si on était un homme ou que si on était une femme. Bon, et c'est pas pour autant de dévoiler son intimité. Aujourd'hui, puisqu'on a réclamé les droits, il y a la nécessité dans la société de pouvoir exprimer naturellement et ne pas le considérer comme quelque chose qui est plus secret que son hétérosexualité. Naturellement, lorsque quelqu'un téléphone au bureau, si c'est votre copine, et ton voisin te dit, mais il entend un bout de la conversation, le voisin va dire, elle va bien ta copine? Ben, tu vas dire oui. Tu dois pouvoir me dire la même chose si c'est, il va bien ton copain? Mais non, aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ces disparités, ces déséquilibres qu'il y a montrent que quand même, aussi bien pour celui qui le vit que pour l'entourage, il y a une différence qui est due à l'orientation. Et cette différence, elle est quand même toujours en moins. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, en général, à part l'utilisation dont tu as parlé, c'est quelque chose qui te dessert. Si ça te donnait tant d'avantages, les lesbiennes, par exemple, je parle de l'ancienne directrice de l'IFOP ou je sais pas, ou les grandes journalistes qui sont sur les tables de plateau depuis 60 ans, elles l'auraient dit. Et bien pourtant, elles ne le disent pas. Hein, donc c'est qu'elles pensent que, en plus d'être une femme, le fait de parler de leur orientation sexuelle va les desservir dans leur carrière professionnelle. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Encore une fois, bon, les mêmes règles doivent pouvoir s'appliquer à tout le monde. Et c'est encore une fois pour les trans, c'est bon, il n'y a pas un personnage public qui annonce sa transition. Bon, et pourquoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, si on est trans, on ne peut pas être un personnage public.
Parce qu'on est soumis au chantage, soumis au fait d'être le coming out forcé, et donc de vivre tout ce mécanisme comme, en fin de compte, une culpabilité de se dire j'ai caché quelque chose. Mais on n'a rien à cacher. Encore une fois, la sphère du privé, c'est du privé, et encore avec Internet, quand on voit les sextapes et tout, le fait que tout le monde, enfin pas tout le monde on va dire, mais beaucoup utilisent Internet comme outil de démonstration sexuelle. Bon, mais malgré tout, il faut maintenir la sphère du privé et du public, et la sphère publique, eh bien, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, elles ne sont pas dans la sphère privée, elles sont dans la sphère publique. Ça, j'insiste. Sinon, à quoi ça sert de dire qu'on a les mêmes droits? Ça, c'est stupide. Il y a des gays autour de moi qui disent je vais me marier, mais je ne veux pas le dire à mon entreprise. Non, ça va pas, non? On marche sur quoi, là? Bon, c'est pas normal. C'est des choses qui ne sont pas tolérables. Bon, négligence, je continue. Et impossibilité d'envisager sereinement, bien sûr, sa vieillesse, lorsqu'on fait partie, parce que tout ce qu'on vous propose, vous dites, putain, c'est pas gay. C'est pas gay, c'est le peine de le dire. Et donc, je vais faire en sorte d'ignorer ce sujet et de faire comme si j'étais jeune, de m'entourer de jeunes, parce que comme ça, de toute façon, les vieux, je ne les supporte pas, et ce sera bien mieux comme ça. Donc, vous comprenez bien que l'isolement, la perte de son identité, la vulnérabilité accrue, quand il y a d'autres problèmes liés à la vieillesse qui arrivent, l'envie de vivre, elle est quand même un petit peu amoindrie. Hein. On n'a pas tout à fait la même envie de se battre contre un cancer, contre une dépendance quelconque, lorsque en plus on a toute cette charge. Alors, on ne va pas faire pleurer dans les chaumières, parce que le problème, il est bien plus large que ça. Et moi, mon combat, il est de dire que les minorités sont révélatrices de ce qui se passe, en fin de compte, pour tout le monde. À un degré certainement différent, avec des particularités, bien sûr, à prendre en compte. Mais c'est de dire que la situation des minorités, elle doit réellement nous interroger sur la situation des vies en France. C'est-à-dire comment on les perçoit, en fin de compte. Si les minorités n'arrivent pas à exister, c'est que peut-être on a un petit peu faux sur la façon de s'occuper de la vieillesse en France. Et de la même façon, moi, Grey Pride, je ne vais pas dire, je vais créer un immeuble ou un quartier à Paris où on va regrouper toutes les vieilles lesbiennes, les vieux trans et les vieux gays, en disant ils seront là protégés, puis on va bien s'en occuper. Non, c'est pas tout à fait réaliste. Donc l'idée, je vous montre des exemples de choses que j'ai vécues, de femmes, je n'ai pas demandé leur orientation sexuelle, mais en général elles étaient hétéros. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'étais bien chez moi, ici on nous donne à manger, à boire, pour dormir, mais on vit comme des bêtes. Si on m'avait donné le choix, mourir de faim chez moi ou mourir d'ennui ici, j'aurais préféré mourir de faim chez moi. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'occupe d'un certain niveau. Jeanne et Pierre, de la maison à l'EHPAD, d'en face, ça semble pas loin, pourtant il ne l'a pas supporté. Il crie par la fenêtre, il y a une faute, laissez-moi sortir. Son ultime résistance, c'est le refus de continuer à vivre. Ça, c'est des choses qu'on va entendre très souvent. Sonia, je suis seule et malade. Je ne sors plus de chez moi, j'ai 96 ans, mais je ne veux pas partir en EHPAD. Laissez-moi mourir chez moi. Et je rajoute, je vous emmerde. Parce que aujourd'hui en France, la pratique, qui est assez incompréhensible, c'est de dire qu'à 90% on meurt à l'hôpital. Pourquoi? Parce que c'est une pratique, on meurt loin des endroits où on a toujours vécu, etc. Alors là, c'est là qu'il faut bien vous concentrer, c'est que vieillir n'est pas une identité, ce n'est pas plus une maladie et ce n'est pas plus un délit. Pourtant,
On parle des vieux comme une catégorie. Je vous rappelle tout ce qui a été dit sur le Covid, les plus de 65 ans, les personnes à risque, désigner des gens par leur âge ne permet pas de construire une identité sur ces personnes. Personne ne s'identifie en termes d'identité à son âge. Une maladie, pourtant c'est ce que l'on fait sans arrêt, c'est-à-dire que on parle vieillesse, la première chose à qui on va demander son conseil, c'est le médecin. Mais c'est une maladie, la vieillesse il ne me semble pas que ce soit une maladie. On peut être malade, on peut avoir des maladies. Mais regardez le pouvoir médical qui s'exerce sur le monde de la vieillesse. Il est total. Le seul référent à qui on va donner, qui va donner les ordres de placement, d'enfermement, de traitement, de tout ce que l'on veut, ça va être le monde médical. Enfermer quelqu'un, c'est du monde judiciaire, normalement. À quel titre on maintient quelqu'un dans un EHPAD s'il ne veut pas y être? Mais pourtant, c'est une pratique totalement acceptée. À quel titre on enferme quelqu'un avec des codes dans un lieu où, parce qu'on considère qu'il a une dégénérescence cognitive, c'est l'infirmier général, c'est le directeur de l'EHPAD, c'est la famille. À quel titre on enferme quelqu'un? Posez-vous la question. L'enfermement est quand même un acte grave dans la société. C'est-à-dire que le seul moment où on enferme quelqu'un, c'est lorsqu'on considère qu'il est totalement incompétent, c'est-à-dire c'est la folie, ou c'est la peine, c'est-à-dire en termes de justice. C'est un juge qui va avec des jurés, avec des avocats, essayer d'analyser une situation pour prendre une décision. Mais pour les vieux, ça ne se passe jamais comme ça. Enfin, ça veut dire qu'il y a des fois aussi où il y a des personnes qui sont en perte d'autonomie telle, ne serait-ce que du point de vue psychique, sont plus en état du tout de... Alors, c'est là que, si vous voulez, le raccourci, il est très rapide. Entre l'angoisse générée par les familles, en disant... alors, l'exemple classique, hein, le grand-père qui est seul, il a oublié de fermer la cuisinière dans l'appartement. On va dire, il risque de mettre le feu, tu comprends. Et puis, alors sa fille qui est là va lui dire, mais tu sais papa, c'est quand même pour ton bien, tu peux pas continuer à vivre comme ça. Il y a toutes les raisons qui peuvent exister. Mais à un moment donné, est-ce qu'on écoute une seule fois, à un seul moment, la personne? On écoute la raison de celui qui craint une situation et qui va obliger un individu à être contraint d'accepter ce qu'on va lui proposer. C'est-à-dire que, encore une fois, si vous, jeunes, on vous disait tu feras telle étude, tu sors, aujourd'hui on est dans un milieu contraint, on vous dit bon, il ne faut pas sortir après 8 heures. Mais vous comprenez bien qu'être contraint, alors que, bien sûr, on peut être défaillant sur certaines choses, mais peut-être on peut avoir envie de mourir plutôt que de finir comme un légume dans un EHPAD. En quoi ce serait un choix qui serait inacceptable? Il est peut-être inacceptable pour la famille, mais il est peut-être souhaitable pour celui qui le vit. Bon, le refus de traitement, hein, alors on prend ça, c'est typique. Bon, le refus de traitement, il est inscrit dans la loi. On peut refuser de se dire « je ne veux pas être traité ». Et il n'y a pas le médecin, la famille, même si elle insiste, qui va vous obliger à être traité. Et donc, c'est tous ces aspects-là qu'il faut mesurer. Et c'est-à-dire qu'on ne fait pas le bien des gens contre eux-mêmes, quel que soit votre âge, quel que soit... dès l'instant où vous êtes compétent, alors la compétence, elle ne signifie pas qu'on est totalement autonome, hein, mais on peut être compétent très longtemps sur certains sujets. On peut très bien savoir comment on a envie de vivre, même si on ne peut plus bouger. Vous voyez? Donc, tout ça, ça se mesure, et c'est des sujets sensibles. Mais aujourd'hui, les décisions, elles sont souvent prises sans prendre en compte la personne concernée. La personne concernée,
lorsqu'on a un débat éthique sur n'importe quel sujet, ça s'appelle l'autonomie de l'individu. Il est central de savoir, d'analyser quel est le désir et de rechercher quel est le désir de l'individu par rapport à une situation. Avant de regarder la bientraitance, est-ce que ce que l'on fait pour la personne est bien? La non-maltraitance, est-ce que ce que l'on va faire ne va pas être trop difficile? Et la justice sociale. La justice, c'est-à-dire de savoir si la décision que l'on va prendre pour cet individu ne va pas léser d'autres individus. Mais le centre de la décision, il est toujours l'autonomie. Sinon, on n'a plus de débat éthique. Sinon, on considère qu'à un moment donné, eh bien, on choisit pour les autres, mais on n'est plus dans une société de responsabilité. Et surtout pas au nom du bien de la personne. Il faut d'abord interroger toujours l'individu. Et sa compétence, elle peut être amoindrie, mais il y a toujours des moments de la recueillir. La femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle est morte à 99 ans dans son lit, dans un petit truc à Boulogne. J'aurais pas été là, mais je peux vous dire que l'équipe soignante, les infirmières, le médecin, tout le monde aurait dit mais elle ne peut pas continuer à vivre là. C'est pouilleux cet appartement. Elle n'est pas soignée. On ne lui donne pas à manger. On peut trouver toutes les raisons que l'on veut. Elle m'a toujours dit « je veux mourir chez moi ». Eh bien, la seule chose qui comptait par rapport à ce que j'ai fait, c'est d'entendre sa parole. Et que moi je juge qu'elle vivait comme très mal, n'a rien à voir. On ne fait pas le bien des gens contre eux-mêmes. Ça, c'est un principe de base en termes d'éthique de société. C'est-à-dire on doit être à l'écoute fondamentale du respect de l'autonomie d'un individu. Avec, bien sûr, les autres cases dont je vous ai parlé, bientraitance, non-maltraitance, justice. Les EHPAD, c'est pas un délit. Et pourtant, on les enferme, les vieux, comme je vous disais. On construit les EHPAD dans des lieux qui sont de plus en plus extérieurs. Les vieux sont éjectés progressivement des centres-villes. Ils sont mis à l'écart. Notre société a déjà mis à l'écart la mort et toutes les représentations de la mort. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des catafalques dans les rues, il y avait les gens qui étaient en deuil portaient un bandeau noir pour signaler qu'ils étaient en deuil. On a trouvé ça pesant, socialement, etc. Tout ça, ça a été gommé. On meurt, on est incinéré, on va vite, on sort vite de l'hôpital. De l'hôpital, on va à la salle de repos, on va à la salle de trucs. Et tout ça donc pour évacuer toutes les représentations de la mort. Mais on fait la même chose progressivement pour la vieillesse. C'est-à-dire que les vieux sont progressivement exclus du monde social, ils sont exclus alors, avec Internet, n'en parlons pas. Avant, même ça faisait chier peut-être d'autres personnes, mais on pouvait aller dans des guichets, à EDF, à la Poste, au truc, machin, pour dire voilà, j'ai un problème, etc. Là, avec Internet, les guichets, tout ça, ça a disparu. Vous utilisez des serveurs, vous utilisez Internet, et le système, au lieu de s'adapter aux gens qui ne sont pas compétents pour pouvoir utiliser ces systèmes, eh bien, on dit qu'ils sont incompétents, que c'est eux qui sont incompétents. Alors, on ne dit pas c'est le système qui doit s'adapter. Non, on dit vous êtes incompétent, donc vous pouvez rester seul, puisque vous ne pouvez plus allumer votre ordinateur et vérifier vos comptes. Je vous signale tous, moi le premier, c'est qu'on peut être les rois d'Internet et de l'iPhone et de toutes les applis. Il arrive toujours un moment où on n'y voit plus, où on ne comprend plus, où on appuie sur une touche et il y en a deux qui se déclenchent, et pour tout le monde ce sera pareil. Et alors là on vous dira ah mais non Pépé, là tu peux plus, regarde, tu as fait une connerie, tu n'arrives pas à taper ton mot de passe. Bon, et on est confronté à un système qui vous met incompétent. Mais c'est le système qui vous met incompétent. Avant, je pouvais avoir d'autres solutions. Toutes les autres solutions, progressivement, elles sont niées. Il n'y a aucune solution de remplacement. Donc,
pour revenir, c'est-à-dire que tout ce que je vous dis, identité, maladie, délit, analyser la situation des vieux et comment on gère la vieillesse en France, c'est toujours sur ces aspects-là. Hein? Ce qui est inacceptable. Inacceptable. Donc, pour généraliser, hein, les problèmes rencontrés par les vieux des minorités, c'est que l'expression démultipliée de ce que vivent la plupart de vieux et de vieilles dans notre pays. C'est pour ça que je ne défends pas des positions communautaristes, mais je défends des positions universalistes. C'est-à-dire d'analyser des situations qui permettent de respecter la diversité, quelle qu'elle soit. Parce que là, je parle de diversité, par exemple, sur la sexualité, sur le genre. Mais il y a d'autres diversités. Hein. Il y a les diversités culturelles aussi, qui sont encore plus tabous. Bon, je ne sais pas si vous savez où vivent les vieux Algériens qui ont travaillé toute leur vie en France. Eh bien, ils vivent dans des foyers, les anciens foyers Sonacotra, qui deviennent progressivement leur maison de retraite parce que il n'y a pas trop de lieux d'accueil qui sont prévus, ils n'ont plus de référence en Algérie ou au Maroc, leur famille où ils ne se sentiraient pas à l'aise. Et imaginez rejoindre une maison de retraite dans laquelle ils ne peuvent pas parler arabe avec un copain, manger ce qu'ils ont envie et rigoler des souvenirs qu'ils ont eus ensemble. Eh bien, donc là aussi, on met le truc le sujet un petit peu de côté parce que c'est un peu dérangeant pour tout le monde, mais c'est la réalité. La réalité qui... Donc, je pense que donner des couleurs à la vieillesse, c'est respecter la diversité, créer des lieux pour et par les personnes âgées, c'est la seule façon de pouvoir construire un système de vieillesse bienveillant. Donc, ce que je défends, donc, c'est respecter l'identité et l'histoire des individus, c'est écouter les choix, encore une fois, on ne fait pas le bien à la place des gens, et c'est pas parce qu'on ne sait plus marcher qu'on ne sait pas penser. Prendre en compte les besoins affectifs et sexuels des individus, au même titre que n'importe quel individu, ces besoins, ils existent jusqu'au dernier jour de notre vie. Des premiers jours de notre vie au dernier jour, la sexualité est là. Bon, et donc elle ne s'évapore pas, tout d'un coup on n'est pas... même si on dit ça ne m'intéresse plus, c'est présent. Hein, c'est-à-dire que ça fait partie c'est ce qui vous a construit, c'est vos souvenirs, et c'est une zone de désir, une zone de plaisir. Et donc bien sûr, peut-être penser que les vieux ça n'existe pas, c'est chacun de nous aujourd'hui ou demain. Donc, les freins sur lesquels que l'on a, c'est qu'on réduit sans arrêt le vieux à un objet de soin, avec des droits qui ont tendance à s'amoindrir. Alors, je l'évoquerai un peu plus tard, mais tout le système de protection des majeurs et des mineurs ou les abus de faiblesse sont en France totalement ignorés. Parce que ça n'intéresse pas grand monde, mais c'est très présent. Le tabou de la sexualité associé à la vieillesse ne permet pas de parler d'orientation sexuelle. Comment parler de VIH, de sexualité, si on ne peut pas parler de sexualité? Il y a une confusion entre égalité et uniformité, c'est-à-dire que dès l'instant où on commence à parler de diversité, les lois de la République sont une et indivisibles. Bon, elles ne sont pas une et indivisibles pour tout le monde. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui peuvent aller dans des lieux confessionnels, une maison de retraite dans le 16e arrondissement, elle n'accueille pas beaucoup de femmes de ménage en général. Elle accueille des gens qui se connaissaient, qui habitaient le même coin. Donc, ces lieux existent, mais dès l'instant où on parle d'affinité, il y a beaucoup de gens qui sont très effrayés. Et un des points qui est capital, c'est que toute la pensée de l'organisation de la vieillesse, elle est faite par des contrôleurs de gestion, qui soient du secteur privé ou public. Privé, c'est dire plus de profit. Public, moins de dépenses. C'est à peu près, et c'est à travers ce spectre que l'on analyse tout, et qu'on dit c'est pas possible ou c'est possible. Mais en général, les choses ne sont pas possibles.
C'est-à-dire que... Et sinon, on va vous dire, mais on ne va pas dépenser, c'est pas possible. Bon, non, c'est pas possible, mais on pourrait dépenser différemment. Donc, nos préconisations, bien sûr, là je ne reviens pas, c'est lutter contre la déstigmatisation, c'est-à-dire que l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la séropositivité sont des sujets qui doivent pouvoir être abordés n'importe où, que ce soit... Alors, au domicile, puisque le domicile devient progressivement un lieu de soins des personnes qui aident sur place, ou dans des institutions, quelles qu'elles soient. Il faut à tout prix développer l'habitat alternatif, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui est essentiel. En France, jusqu'à présent, on était dans la dichotomie de la valorisation, l'hypervalorisation de l'habitat personnel, le domicile, et l'hypercollectif. Le domicile est un lieu d'enfermement dès l'instant où on perd son autonomie. Et donc un lieu d'invisibilité et progressivement, même si, tant qu'on est en forme, on l'hypervalorise, lorsqu'on ne peut plus sortir de chez soi, on a un autre regard sur son logement. Hein, ça devient la prison dans laquelle on ne peut pas sortir et dans laquelle plus personne ne vient vous voir. Donc, il y a des solutions qui existent, c'est-à-dire d'habitat partagé, d'appartements partagés, d'habitat regroupé, qui se mettent progressivement en place, mais qui sont tous, la plupart du temps, conduites par des organismes, des petits organismes qui n'ont pas une puissance, qui n'ont pas la puissance de l'État. Et de l'autre côté, le marché donc, des grandes institutions, EHPAD, etc., au départ, c'était l'État purement, et d'abord, c'était les lieux religieux qui ont créé des lieux d'accueil, les hospices. Puis après, c'est l'État qui a progressivement rempli cette mission d'accueillir des personnes en situation de précarité et de vieillesse. Et puis maintenant, vous le savez très bien, c'est le monde du privé. Et le monde du privé à but lucratif, alors dissocions le but lucratif et non lucratif, qui est très différent, qui est un monde dans lequel on ne nous a jamais posé la question de savoir à quel titre ce secteur devient un lieu de marché à but lucratif. Il n'y a jamais eu de décision. Pourquoi rémunérer des capitaux pour créer des lieux ? À quel titre, quelles sont les économies qui sont faites sur les couches culottes, le nombre de salariés, leurs compétences, pour pouvoir faire vivre ces lieux. C'est-à-dire que en faire un lieu de marché est quand même quelque chose qui nécessiterait une discussion sociale importante et en voir les implications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends donc les EHPAD, ça va entre 2 000 et 5 000 euros, ou même plus. À quel titre il y a ces différences de prix ? C'est la couleur du hall d'entrée, le nombre de plantes, on ne sait pas. Ce que je sais, c'est que les fondateurs de Korian et des autres groupes se retrouvent dans les 10 premières fortunes, ou les 100 premières fortunes de France, en l'espace de 10 ans. Que Korian rentre en bourse là ou l'autre, il y a 2 grands secteurs, et moi ça m'interroge beaucoup, puisque c'est des lieux dans lesquels l'argent public est omniprésent, puisque c'est l'argent public qui paye tout ce qui concerne les soins, tout ce qui concerne l'autonomie, et que le privé peut monter ces structures parce qu'il va faire payer l'aspect hôtelier aux individus qui viennent y vivre. Mais il ne pourrait pas exister si l'État ne payait pas tout ce qui concerne l'autonomie et les soins. Et ça représente des fortunes. Donc tout ça pose des questions. Ouvrir des lieux sur la diversité, ça me semble aussi totalement obligatoire. De penser, de donner des couleurs à la vieillesse, puisque ces lieux sont faits pour et par les personnes. Lorsque j'arrive chez quelqu'un, je vois par sa décoration, par l'accueil, par l'ambiance, tiens, il aime ci, elle aime ça. Vous allez dans un EHPAD, ça ressemble plus à un hôpital ou à une prison, mais ça ressemble certainement pas à un logement individuel. Donc il faut à tout prix, puisque ces lieux doivent être faits pour et par les personnes concernées,
eh bien, il faudrait que chaque fois qu'on arrive dans un lieu, une petite maison où il y a 3 ou 4 personnes qui y vivent, eh bien, d'avoir la coloration. Tiens, dire là, ils aiment bien l'Espagne. Tiens, là, ils ont fait du cirque. Tiens, là, ils ont fait je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que avoir des couleurs des endroits, puisque ce sont des lieux de vie, encore une fois, ce ne sont pas des lieux de soins. Hein. Encore une fois, si on assimile la fin de la vieillesse à du soin, eh bien, on construit des EHPAD comme des hôpitaux ou comme des prisons. Mais si on considère que c'est des lieux de vie, ils doivent ressembler à des lieux de vie. Et les lieux de vie ressemblent aux gens qui y vivent. C'est aussi simple que ça. Considérer que les institutions de type EHPAD, eh bien sûr qu'il y en a qui devront exister dès l'instant où il y a la nécessité d'un accompagnement continu des individus. Mais il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a très peu de gens, c'est ce que l'on voit le plus souvent, mais dans toute la vieillesse, ça représente un faible pourcentage d'individus. Et il n'y a aucune raison d'utiliser les EHPAD pour des gens qui sont dans un état, même s'ils ont une perte d'autonomie, même s'ils oublient certains trucs, de les mettre dans des endroits qui ne leur correspondent pas. Former le personnel aidant et soignant à la sexualité, au respect de l'intimité des personnes dont ils s'occupent. Et il faut considérer une fois pour toutes que la sexualité et les besoins affectifs des personnes âgées est la même que pour tout le monde. Que ça ne s'estompe pas, ça ne s'évapore pas tout d'un coup parce qu'à 61 ans, on n'a plus de désir. C'est faux. Déployer la démarche Reprise Bienvenue, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire de donner un label. Or, c'est plutôt une démarche co-construite, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on gomme toutes ces difficultés. Mais c'est installer des mécanismes et des outils qui permettent de sans arrêt revenir aux fondamentaux pour parler de l'accueil de la diversité. Développer des plateformes locales multicompétentes. Alors ça, c'est si vous restez, si on prend la logique que la ville, soit les lieux sont soit à leur domicile, soit dans des petites unités de vie qui regroupent 3, 4, 5 personnes. Il y a une nécessité d'accompagner. Hein. Les familles, elles ne sont pas tout le temps là. Et puis même les familles, au bout d'un moment, elles peuvent plus. C'est-à-dire que même ceux qui ont la volonté d'accompagner, eh bien, à un moment donné, ils disent je peux plus mener à la fois m'occuper des enfants, de mon boulot, c'est très difficile. Donc il faut créer progressivement des plateformes multicompétentes qui accompagnent les individus vieillissants selon leurs demandes et leur degré d'autonomie. Mais multicompétentes, c'est en fin de compte regrouper tout ce qui est sanitaire, social, médical. C'est une conciergerie au sens large. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de dissocier d'un côté les SIAD, d'un côté l'HAD, d'un côté... moi, je l'ai géré en tant que pour la même personne dont je vous parlais. Je peux vous dire que c'est ingérable. Ingérable. Il faut appeler le médecin de ville pour avoir l'ordonnance pour pouvoir faire tel truc et demander au SIAD, à l'infirmière de faire tel passage. Mais j'ai entendu que l'aide à domicile, qui ne communique pas avec l'infirmière, a constaté que Madame X ne mange plus depuis 2 jours. Mais personne n'est au courant, à part celle qui enlève les plateaux. Si vous voulez, on est dans une désorganisation totale, alors qu'il faut regrouper une fois pour toutes, avoir une coordination forte et accompagner les personnes âgées, aussi bien au domicile que dans les petites unités de vie, en fonction de l'évolution donc de leur autonomie. Et lorsque, à un moment donné, par exemple, il y a une nécessité de changer de lieu d'habitat, eh bien là aussi, il ne faut pas laisser les gens dans le désarroi de ce changement et de prendre la pire des solutions. Il faut, si on connaît les personnes, on peut accompagner. Or, c'est des expériences qui se mènent un petit peu dans certains coins de France, mais qui sont très minoritaires. Très minoritaires. Vous voyez, bon, les petits frères des pauvres visitent, mais il faut que les associations, les familles, soient partie prenante de cette coordination. Hein, il faut pouvoir, bon, même si je fais une visite, dire j'ai rencontré Madame X, elle m'a demandé ça, et de savoir à qui on peut s'adresser pour faire avancer le sujet. Pour vous donner un exemple, Tassia, je vois une lettre du bailleur social, Caisse des dépôts.
Madame, nous allons faire des travaux dans votre appartement. À l'époque, elle arrivait à marcher un petit peu dans l'appartement et puis elle allait ouvrir sa vieille porte en bois, tout ça. Bon, elle mettait le temps, mais elle criait « J'arrive !» Bon, on attendait qu'elle ouvre. J'ouvre la lettre et je dis Madame, nous sommes heureux de vous annoncer que nous allons changer votre porte pour mettre une porte blindée. Ah bon, je dis, j'appelle. Ah oui, c'est comme ça. Donc j'étais là le jour où on a fait les travaux. Vous imaginez qu'une personne qui avait du mal à se déplacer, qui arrivait à peu près à tourner encore la clé pour ouvrir, la porte blindée, mission impossible. Et si elle était enfermée, elle tombait par terre, comment faisaient les pompiers avec la porte blindée? Mais là, on s'en foutait totalement, tout le monde s'en foutait. C'était la norme, on mettait la porte blindée, c'était bien pour les jeunes et pour protéger leurs biens, et donc on n'en a rien à foutre qu'une vieille ne puisse plus ouvrir et soit enfermée dans son appartement. Quelques mois après, j'ouvre un courrier du bailleur. Les codes d'entrée, il y avait une cour et un immeuble, les codes vont être changés par des vigiques. Les codes vont être supprimés parce que trop de personnes les connaissent et passent à travers la cour, etc. Bon, toujours des raisons qui sont de sécurité, etc. Je dis, mais c'est bien parce que il y a à peu près 4 ou 5 personnes différentes qui passent par jour chez Madame, qui sont différentes. Tous les jours, c'est pas les mêmes. Donc, on donne combien de vigies aux gens? Voilà. Mais vous vous démerdez face à ça, parce qu'il y a une organisation qui a été décrétée, et encore une fois, c'est pas le pire des bailleurs sociaux, c'est une filiale de la Caisse des dépôts. Alors, on s'interroge, c'est-à-dire quelle est l'analyse et la place des vieux dans la ville et dans néant, aucune réflexion. Réformer le système actuel de protection des majeurs pour que la personne soit au centre de la protection et non pas si bien. Ça, c'est un des grands scandales actuels de la protection des majeurs, tutelle, curatelle renforcée, etc. Où lorsque un vieux, s'il est isolé, il n'a plus de famille, ou il a des sœurs âgées, etc., on voit qu'il n'y a plus grand monde autour. Un jour, il tombe, le médecin ou la voisine vient, le médecin est au courant. Le médecin appelle le juge des tutelles et dit bon, on ne peut plus laisser. Eh bien, vous vous retrouvez sous tutelle très rapidement. Première décision du tuteur. Ben, on va pas quand même se compliquer à savoir demander les factures qui vont être payées, pas payées. Oh, on va mettre la vieille dame dans les pattes, comme ça je fais une facture par mois, et puis point. Et comme ça, je ne me ferai pas chier. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est général. C'est-à-dire qu'une personne isolée se retrouve, dès qu'elle a une perte d'autonomie, elle se retrouve sous tutelle, et de la tutelle, elle se retrouve placée à l'institution, contre sa volonté. Et enfin, réformer le système d'aide et de subvention. Alors là aussi, vous savez, alors ça c'était des trucs techniques, mais il y a l'APA, l'aide personnalisée autonomie. L'APA est départementalisée. Et l'APA, elle est votée par chaque département. C'est-à-dire que l'APA qui est le GIR, c'est-à-dire qui est calculé sur qui va de GIR 1 à GIR 5, en fonction de votre degré d'autonomie, vous donne droit donc à une subvention, une allocation. Eh bien, cette allocation, elle n'est pas nationale. C'est-à-dire que selon le département, vous allez toucher des sommes qui sont différentes. Revaloriser, bien sûr, les métiers des aidants et soignants. Alors, bon, on commence à en parler, mais comment imaginer qu'on puisse demander à des gens d'être bien traitants lorsque eux-mêmes sont maltraités? C'est le b.a.-ba et aucune possibilité d'évolution. Pas de formation, pas d'évolution. On pourrait imaginer, par exemple, de permettre aux gens de changer de public dans leur vie. C'est-à-dire être aidant
soignants, mais s'occuper à un moment donné de vieux, puis après de gens qui ont des problèmes mentaux ou d'autres types d'aides ou des enfants, etc. D'organiser des passerelles pour que le métier d'aidant ne soit pas uniquement spécialisé sur une population. Et puis en plus, bien sûr, ce que je vous dis, c'est repenser la place du privé dans le secteur vieillesse. C'est scandaleux aujourd'hui que 4 lits sur 5 qui soient ouverts aujourd'hui soient faits par le secteur privé à but lucratif. Bon, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que personne ne s'offusque de cette situation. Alors, je peux vous dire que les halls d'entrée sont magnifiques, les jardins sont magnifiques. Lorsque les familles arrivent, c'est clinquant, mais c'est pas pour autant derrière que les services et l'accueil et les soins sont à la même hauteur. Bon, le seul bénéfice qu'il y a eu, c'est que le secteur privé a attiré le secteur public. C'est-à-dire qu'il l'a fait progresser. On est passé de la notion d'hospice où on se préoccupait vraiment des besoins primaires de l'individu. Et lorsque le secteur privé est arrivé, il a fait grandir pour montrer que c'est un peu le même phénomène que le jeu entre cliniques privées et milieu hospitalier, c'est-à-dire que le secteur privé a permis de faire monter le niveau de qualité. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus tolérable. Bon, vous n'avez jamais connu ça, mais moi, quand j'étais jeune, je suis allé à Nanterre, c'était des mouroirs. On voyait des gens déambuler dans des rues, dans des cours, à la maison de vieux pour Nanterre, qui étaient des lieux de l'antichambre de la folie, avec pas de personnel, une déchéance vestimentaire et physique totale. Bon, ça, on en est sorti, heureusement. Mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas se poser des questions sur la rentabilité de ces lieux. Pourquoi rémunérer du capital sur un secteur qui ne doit pas être lucratif? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc, nous, Grey Pride, qu'est-ce qu'on fait? Du plaidoyer, des campagnes de com, pour essayer de faire évoluer le regard, puisque c'est essentiel. J'organise des conférences, des débats, on a des expositions itinérantes, une ligne d'écoute, on fait des salons de convivialité. L'habitat, on a ouvert rue du Faubourg-Poissonnière un premier appartement partagé de 5 personnes avec la mairie de Paris et la RIVP. Et c'est un projet qu'on veut modéliser pour essayer de le généraliser, le proposer dans d'autres villes et à Paris aussi. On fait de la formation et de la sensibilisation. On organise des séjours vacances qui permettent aussi aux gens de sortir de leur isolement. On a construit des modules de formation sur la sexualité des vieux, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la santé LGBT, le VIH. Le VIH des vieux, si vous voulez, il n'y a pas un endroit où on en parle. Bon, et le fantasme des contaminations continue lorsqu'on n'a pas été formé sur ce thème. La plupart des gens qui sont aidants, soignants, dans le secteur vieillesse, sont issus de minorités étrangères, qui n'ont pas eu forcément, qui ont des tabous propres à leur culture, qui n'ont pas eu forcément de formation ad hoc. Donc, commencer à leur parler de VIH, de variété, de diversité, de transition, mais c'est à 10 000 lieues de ce qu'ils vivent dans leur maison et donc il y a un effort à faire. Donc c'est ce label Grey Pride Bienvenue qu'on essaie de déployer aussi bien dans le secteur commercial que dans le secteur des institutions. On a créé un site Pinky de géolocalisation de bons plans pour que les gens qui sont en province puissent échanger des lieux qui sont friendly pour ces populations. Et donc on commence à avoir différents groupes un peu partout en France, à Marseille, Nantes et Saint-Brieuc. Donc pour vous donner une idée d'une campagne, ça c'est Révolution Kamasutra. On a essayé, donc c'est notre première campagne qu'on a axée sur la sexualité, pour encore une fois être dans quelque chose qui aborder ce sujet. Donc quel que soit mon genre, ma sexualité, mon âge, je suis Révolution Senior. Pouvoir aimer, être aimé toute ma vie. Oser nous montrer pour aimer et être aimé. Parler sans tabou pour prévenir le VIH et les IST. Je ne suis pas un objet, j'ai des désirs. Ma sexualité me réjouit.
J'existe, je suis visible. Et puis l'impératrice qui est la dernière image. Donc, avec l'exposition qui se complète sur des kakémonos qui permettent d'analyser la révolution du regard, changer de regard sur la vieillesse, révolution solidaire en disant que il ne faut pas laisser l'isolement s'installer, révolution de l'habitat, révolution des services pour insister sur le fait qu'il faut changer les choses, révolution des métiers, révolution Kamasutra, donc c'est sur la diversité et la sexualité, et révolution Grey Pride qui est de changer de regard globalement sur la vieillesse. Donc cette campagne, elle a été, pour vous donner une idée, elle a été très très bien reçue par les médias. Exploitation vers les lieux concernés, c'est-à-dire lieux de sécurité sociale, lieux d'accueil de vieux, lieux de zéro. Voilà. Donc, vous voyez, elle est sympathique, cette campagne. Elle aborde à la fois le sujet, elle parle de diversité, elle parle mais c'est des choses qu'on ne peut pas utiliser parce que ça choquerait. Voilà. Alors voilà, à peu près l'exposé. J'espère que est-ce que j'ai été clair et convaincant sur la situation? Tout à fait, ouais, merci beaucoup pour tous les éléments. C'est super, c'est très clair. Et bon, on va peut-être du coup prendre 2-3 questions, peut-être pas plus, puisqu'après il faut qu'on clôture pour continuer. Moi, je voulais voir un élément avec toi, qui était du coup, on sait qu'avec justement l'hécatombe du VIH qui a eu lieu des années 80 à 90, on arrive aussi aujourd'hui un peu au moment en fait, où on va retrouver plein de personnes LGBTI qui vont se retrouver dans une situation vraiment un peu plus particulière parce qu'il y a eu cette épidémie-là à ce moment-là. Et c'est aujourd'hui ces personnes-là qui entrent, les survivants, quoi, entre guillemets, comme toi, qui rentrent dans la vieillesse à ce moment-là. Tu as vu le film d'Act Up tu l'as vu le film d'Act Up sur 120 mots par minute? Ouais, bien sûr. Il n'y a pas un mot dans le film, on voit les gens mourir, mais il n'y a pas un mot sur les survivants. Heureusement, il y a des gens qui ont survécu. Moi, j'en fais partie, mais je ne suis pas le seul. Pas une seule campagne de aide ou de qui que ce soit sur les modes de contamination après 50 ans. Si vous voyez les représentations, c'est que des mecs ou des nanas 25, 30, 40, 45 ans, on va aller au maximum, mais on ne va pas en parler, 70 ans. Pourtant, 20% des modes de contamination sont l'objet d'hommes de plus de 50 ans. À moins, autant hétérosexuels qu'homosexuels. Dans les chiffres, on a à peu près 150 000 séropositifs en France. Cette population, bien sûr, elle a tendance à glisser en âge. Et aux États-Unis, c'est déjà la moitié des séropositifs qui ont plus de 60 ans. Et nous, c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, les plus de 60 ans sont à peu près 50 000. Et c'est aussi pareil, c'est-à-dire que leur situation, en termes d'accueil, en termes de lieux dans lesquels ils pourront continuer à vivre, la prise en compte de leur précarité, puisque la séropositivité, c'est très souvent accompagné d'une grande précarité. C'est un accident de la vie qui en laisse peu neutre, c'est-à-dire c'est un événement assez lourd. Et bien, aujourd'hui, alors il y a quelques lieux dans lesquels on commence à en parler, mais on est très loin du compte. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité. Les modes de contamination, par exemple, ne sont pas connus du personnel et d'un soignant. Ils ne sont pas connus. Il y a des exemples que l'on m'a rapportés où on fait manger un vieux séropositif à part. Parce que il y a la crainte de faire rentrer quelqu'un qui est séropositif dans un EHPAD en se disant on va trouver n'importe quelle excuse pour dire qu'il n'y a pas de place, parce que que vont dire les familles des autres résidents si on apprend qu'il y a un séropositif? Vous voyez,
Donc c'est une discrimination qui est très souvent masquée, mais qui laisse des gens dans un désarroi très important. Et bon, moi, ça fait partie, bien sûr, des sujets sur lesquels je veux travailler. Et puis on est un isolement très fort aussi du coup, parce que tous tes proches, tes Bien amis, sûr, tes amants, mais, une partie qui a pu disparaître, etc. ouais, bien et donc sûr. forcément qui Mais- va faire que cette génération-là, elle va être très durement impactée du coup par ce moment de la Une vieillesse. dégradation Encore plus. physique qui peut être aussi plus grande, puisque tu as Bien des sûr. effets, des traitements sur le long terme qui, selon les individus, vont avoir des conséquences. Donc, il y a une multiplication de discriminations et de difficultés qui arrivent, et sur lequel, je vous dis, on en est très loin de ces sujets, on en est très loin. Et ça encombre, on voit pas trop, on ne sait pas comment le prendre. Voilà. Il y avait une ou deux questions Bon, ben je pense que... Si, vas-y, bataille. Beaucoup de clients, des travailleurs, travailleuses du sexe sont âgés, cadrent pas avec les normes de beauté, etc. Est-ce que vous évitez de parler de ce sujet, de la dépénalisation, de la prostitution? Ah non, alors là, bon, Est-ce c'est que pas le vous avez- centre, c'est pas le centre de mon sujet. Est-ce que vous avez Bon. peur de choquer ou est-ce que c'est... Alors, C'est par stratégique. contre, le sujet qui concerne la vieillesse, c'est tout ce qui concerne les assistants sexuels, qui sont pratiqués dans certains pays. La formation est autorisée en France, mais la pratique est interdite, et surtout, ça relève de l'achat de services sexuels qui est interdit par la loi. Donc, moi, je suis totalement opposé, bien sûr, à cette loi, à titre personnel. Mais je ne peux parler que du sujet de l'accompagnement sexuel dans le cadre de la vieillesse, au même titre que des personnes handicapées d'ailleurs. Mais c'est un sujet, on devait faire un colloque désir et sexualité avec toutes les grandes associations, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut, toutes les grandes associations. Et c'était un des thèmes qui était abordé, alors que ces associations, les Petits Frères des Pauvres et tout ça, étaient très loin de ce sujet. Donc, il y a, pour moi, ça fait partie du thème. Là, je ne l'ai pas évoqué dans la présentation, parce que, vous voyez, il y a tellement de sujets à évoquer, mais là, l'accompagnement sexuel fait partie, pour moi, des possibilités qui doivent être envisagées dans l'accompagnement des individus. Alors, à titre personnel, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est-à-dire que j'ai des témoignages de vieux monsieur ou de vieilles dames qui ont des histoires, mais en général, aujourd'hui, étant donné que c'est une zone grise, ça peut bien se passer si les gens, l'accord entre les personnes, ils trouvent un accord, mais ça peut très mal se passer. Ça s'appelle de l'abus de faiblesse, c'est-à-dire se mettre progressivement dans une situation ambiguë avec un individu, promettre plus ou moins une relation sensuelle, sexuelle, puis faire pression sur l'individu pour obtenir de l'argent, obtenir des signatures, et la personne est dans l'incapacité de porter plainte en se disant j'aurais trop honte de raconter ce qui s'est passé. Nous avons ce cas à Marseille, un couple de garçons qui tient une association LGBT friendly, on va dire, qui attire des vieux et des vieilles. Ils trient, bon, c'est une affaire qui est en cours, donc je ne peux pas trop en parler, mais on va dire, ils trient, ils repèrent que ceux qui ont pas mal d'argent, hommes comme femmes, ils deviennent très gentils avec certaines des personnes, pour progressivement les dépouiller, leur prendre tout ce qu'ils ont, et les autres sont dans l'incapacité de dire et de témoigner de quoi que ce soit en disant je ne peux pas raconter ce qui m'est arrivé, j'ai trop honte. Donc l'abus de faiblesse, la prostitution, tous ces aspects-là, c'est bien sûr, étant donné que c'est des zones grises de notre société, sont omniprésents. L'abus de faiblesse, par exemple, est très difficile à prouver. Puisque
le consentement d'une personne âgée, on peut dire qu'il a été troublé, il n'était pas clair, il a oublié, mais donc cet abus de faiblesse est pourtant pratiqué aussi bien par les familles, parce qu'il y a des familles qui ont une éthique élastique, hein, lorsqu'on veut s'approprier l'appartement, la maison ou la richesse du pépé qui fait chier, qui n'en finit pas. Il y a certaines n'ont pas beaucoup de pudeur sur ce sujet. Mais pour les LGBT, ce qui est spécifique, c'est justement de rentrer dans une relation dans laquelle il va y avoir une relation perverse et qui va empêcher la personne de pouvoir s'exprimer sur l'abus de faiblesse qu'elle subit. En l'occurrence à Marseille, il y a eu 4 ou 5 personnes qui ont subi ce genre de choses du même couple. Ils ont été adoptés en adoption plénière, ils se sont fait adopter. Il y en a un qui s'est fait adopter en adoption plénière par 2 personnes. Un autre, il a pillé l'appartement de tous ses objets, peintures, tableaux, statues. Il l'a mis en vente. Le frère a pu bloquer la vente de l'appartement, bien qu'il y ait eu des faux de faits. Et le vieux monsieur se retrouve en EHPAD avec l'interdiction de recevoir certaines personnes. Si vous voulez, on dirait que on ne vit plus. J'espère que cet exemple un jour va être jugé. Ça fait l'objet d'un article dans Libération et dans la Provence, mais on imagine peu à quel point, si vous voulez, les gens sont abusés dans ce secteur. Surtout, je vous dis, d'autant plus on est isolé et d'autant plus on est une cible pour les prédateurs. Bon, je pense que ta clarté, ta pédagogie, exactement. Merci beaucoup en tout cas.